Madame, Messieurs, vous êtes sur DRTV HD Pointe-Noire et vous avez raison de suivre le journal synthèse de notre chaîne de télévision. À présent, le sommaire. Installation du nouveau délégué du contrôle budgétaire de l'hôpital général de Dolisie. Nous repartirons dans le Niari pour revenir sur la remise du matériel de lutte contre les vecteurs transportant les microbes et nous reviendrons dans le département du Puy-Loup pour parler de la reconstitution des faits sur les actes commis par les présumés malfrats dans ce département. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. C'est devant la crème intellectuelle de l'hôpital général de Dolisie qu'a été installé vendredi 7 juin 2024 le nouveau délégué du contrôle budgétaire de cet hôpital en la personne de Fred Jonas Makita. Dans son mot introductif, le directeur général de l'hôpital général de Dolisie a remercié le ministre du Budget pour avoir pensé à sa structure à travers cette nomination à ce poste qui est longtemps resté vacant. La lecture de la note de service portant nomination du délégué du contrôle budgétaire auprès de l'hôpital général de Dolisie a été faite par Alexis Gakeni, chef de la délégation de la direction générale du contrôle budgétaire. Par la suite est arrivé le moment tant attendu, celui relatif à l'installation du promu. Monsieur Makita, Jonas Fred, délégué du contrôle budgétaire auprès de l'hôpital de Dolisie. En ma qualité de directeur départemental du contrôle budgétaire du Niari, représentant le directeur général par intérim, je vous installe dans vos fonctions de délégué à compter de ce jour, vendredi 7 juin 2024. Et par la suite, je vous remets les attributs de commandement que voici pour la suite de votre travail. La chaîne de dépenses de l'hôpital général de Dolisie étant désormais complète, le directeur départemental du contrôle budgétaire du Niari, Christian Fred Bikoumou, a prodigué des sages conseils à son collaborateur installé. En conclusion, le directeur général de l'hôpital général de Dolisie a souligné la question d'urgence dans cet hôpital qui fonctionne 24 heures sur 24. À la différence des autres administrations, il n'arrive ici que des urgences. Et les urgences n'ont pas d'heure. C'est arrivé que je pose des XY accède ici à 2 heures du matin. Et c'est des services, pourquoi je dis il y a des administrations. Il y en a qui ferment le bureau à 14 heures, ils attendent demain matin pour revenir travailler. Ici, le travail n'a pas d'heure. Fred Jonas Makita, heureux pour sa nomination. Je suis très heureux ce matin parce que je vois qu'on est en train de matérialiser la promesse du chef de l'État. Parce que je ne suis pas le seul jeune qui est nommé aujourd'hui. Mais je remercie le ministre du Budget, Ludovic Katse, qui m'a fait confiance en me nommant comme délégué au contrôle budgétaire de l'hôpital général de Dolisie. Et la joie est grande. Nous avons des amis jeunes aussi comme moi, et même plus jeunes que moi, qui sont nommés de gauche à droite. Et pour ça, nous voyons bien que l'année de la jeunesse est en train de se matérialiser. C'est donc un grand plaisir. Et nous n'allons pas décevoir le chef de l'État, nous n'allons pas décevoir le ministre qui m'a nommé. Et nous allons veiller par la rigueur, la sagesse, et puis ça va bien se passer afin que cela motive le gouvernement à nommer aussi d'autres jeunes qui attendent aussi les nominations. À 2 mois de sa prise de fonction, le directeur de l'hôpital de référence de Sibiti fait les pieds et les mains pour redorer le blason de cet hôpital autrefois réputé dans l'insalubrité. Il a été alors instruit à son installation par la préfète du département de la Lékoumou, Michel Nguessemi, de transformer cette structure sanitaire beaucoup fréquentée. Le vendredi 7 juin 2024, elle y est descendue pour constater de très près si ses orientations ont été respectées. Dans sa délégation, les officiels du département de la Lékoumou et de la commune de Sibiti étaient bien présents pour constater eux également le travail abattu au quotidien par Pierre-Georges Nkedi, gestionnaire de cette structure sanitaire. Tous les services ont été visités par la préfète et sa suite. Les salles d'hospitalisation ont tout aussi figuré dans l'éventail des compartiments visités. Visiblement, l'hôpital de référence de Sibiti a subi une véritable cure de jouvence. Le cadre, quand il arrive dans une structure, il faut son empreinte. Ce qui se passe est formidable. Ça se voit, hein,
la beauté qu'il y a au niveau de l'hôpital aujourd'hui. Vous voyez là, il y a le changement. L'hôpital est devenu très propre. Même là, tu sens que même quelqu'un qui est malade, il peut être guéri à travers la propriété. Dans la même foulée, la préfète du département de l'Alékoumou a saisi cette opportunité pour remettre un lot de matériel destiné à l'hôpital de référence de Sibiti. Nous vous recevons dans cet hôpital pour que l'hôpital de référence de Sibiti retrouve son nom d'hôpital de référence. Il y a quelque temps, nous avons tenu le comité de gestion de cet hôpital et entre autres recommandations qui avaient été faites, c'était de rendre ce milieu mais le plus salubre possible. Le plus salubre possible pour que les malades qui viennent se faire traiter ici soient dans de bonnes conditions. S'ils sont dans un milieu salubre, je crois que ça accélère aussi la guérison. Je voudrais donc à cet effet, au nom de Madame le Préfet, présenter mes félicitations à la direction de l'hôpital qui a fait en très peu de temps, mais en très peu de temps, en un temps record, un travail important d'amélioration des conditions de travail. Un hôpital sans matériel ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, nous venons tous d'apprendre là qu'avant la numération, je ne sais pas quoi, se faisait manuellement. Aujourd'hui, on a un instrument comme cette machine, mais c'est acclamé. Et on ne peut que louer le gouvernement avec le président de la République qui ne ménage aucun effort. Mes impressions sont de très grande satisfaction quand nous arrivons comme ça, quand nous recevons un matériel du gouvernement, puisque chaque jour on ne sait qu'écrire, on ne sait que parler, qu'il manque, le plateau technique n'est pas fourni. Une fois le matériel est déposé, nous ne pouvons que demander aux utilisateurs d'en faire bon usage. Le manager de cet hôpital de référence gagnerait à demeurer dans cette dynamique pour le respect des instructions de la tutelle, mais aussi pour le bon accueil des patients. Les candidats au certificat d'études primaires et élémentaires, CEP en abrégé, au Kouilou ont passé ce mercredi 5 juin 2024 les épreuves écrites de cet examen d'État permettant d'accéder à l'enseignement secondaire. Dans ce département supracité, c'est à l'école primaire de Madingokai que le secrétaire général du département, Jean-Baptiste Diamonzo Kionga, a lancé à 9h officielles les dites épreuves écrites au nom du préfet Paul-Adam Dibouilou. En présence de la directrice départementale de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, les élèves candidats ont planché en première heure sur les mathématiques avant d'aborder l'expression écrite, le calcul mental, les questions de cours pour finir par les arts plastiques. Après avoir encouragé les candidats, le secrétaire général du département a exprimé son assurance. Ça s'est très bien déroulé parce que nous avons trouvé un dispositif bien huilé. Tout le monde était à sa place, y compris les enfants, très disciplinés et puis calmes, voilà, sereins, prêts à affronter les épreuves. Et ça a été une joie pour nous. Nous sommes très rassurants parce que Madame la DD et tout le corps enseignant nous ont promis que les résultats seront très bons parce que les enfants aussi ont travaillé sérieusement. Et donc nous pensons que cette année, on fera mieux que l'année dernière. Comme d'habitude, je sais qu'ils vont bien travailler et donc on leur dit bon vent et bonne chance à eux. Au total, 2577 candidats, dont 1270 filles, ont pris part à cet examen sur 22 centres dans le département du Kouilou. Il a fallu plus de 3 ans d'enquête pour que les services de police du Kouilou, Pointe-Noire, appuyés par ceux d'un cahier dans le département de la Bouenza, arrivent à mettre la main sur un sujet congolais auteur de plusieurs actes répréhensibles en association avec bien d'autres aujourd'hui éparpillés dans la nature. Le mercredi 5 juin 2024, la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire et le général de police de première classe, commandant territorial des forces de police Kouilou Pointe-Noire, ont procédé en présence de nombreuses victimes, pour la plupart chauffeurs de taxi et kavaki, à la reconstitution des faits pour des cas perpétrés par une présumée bande de 4 personnes. Leur mode opératoire, mettre en confiance les chauffeurs de taxi et kavaki
puis les amener dans les périphéries de Luango où sont déjà installés leurs complices et faire avaler de force des plaquettes de tramadol et le vin rouge à leurs victimes pour les endormir en vue de récupérer leur butin, notamment les taxis et Kavaki. À chaque endroit du forfait commis, le présumé coupable a bel et bien reconnu les faits en présence de leurs victimes, souvent ligotées des mains et des pieds après leur opération. Des victimes ayant passé 2 voire 4 jours dans ces aires forestières qui doivent leur vie aux chasseurs opérant dans la zone, lesquels ont informé immédiatement la police de Luango pour les transférer au cas par cas à l'hôpital pour des soins d'urgence. La plupart d'entre eux présentent des marques de cicatrices aux bras et aux pieds. Des taxis et Kavaki ont été retrouvés grâce à la dextérité de la police. La procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire au terme de la reconstitution des faits. Depuis le mois de juillet 2023, plusieurs plaintes ont été déposées dans les services de police des départements de Pointe-Noire et du Kouilou, faisant état de disparition, séquestration de conducteurs de taxi et de tricycles, couramment appelés Kavaki. À côté aussi, des plaintes étaient déposées pour dénoncer des vols de voitures et de Kavaki. Certains des conducteurs pour lesquels les plaintes ont été déposées seront retrouvés dans des buissons, ligotés et drogués. D'autres, malheureusement pour leur vie, seront tués. Et dans tous les cas que je viens de citer, les véhicules ont été emportés, les Kavaki aussi. Alors, ces faits ont été recensés notamment dans les localités, j'ai cité, de Luango, de Liambou, Inda et Njeno. Le général de police de première classe Jean-Pierre Okiba, sous la supervision de la procureure de la République, demeure dans la dynamique de sécuriser les populations pour préserver la paix dans les départements de Pointe-Noire et Kouilou. Le massif forestier de Luango, lieu d'insécurité, devrait être déclassé en vue d'être occupé par les populations pour dissuader les malfrats. Méfiez-vous des trains, la vie peut changer en une fraction de seconde. C'est sur ce thème qu'a été célébrée la 16e édition de la Journée internationale de sensibilisation au passage à niveau. Une journée de prise de conscience des dangers des passages à niveau. À cet effet, le chemin de fer Congo-Océan, par l'entremise de sa direction générale à Pointe-Noire, n'a pas passé sous silence cette importante journée, car Ignace Nganga et une batterie de ses collaborateurs ont sensibilisé jeudi 6 juin 2024, dans le droit fil de cette journée, les usagers de la route, notamment les automobilistes et les piétons. Cette journée doit son existence de la décision de l'Union internationale des chemins de fer. Cette journée s'adresse à tous les usagers de la route qui peuvent croiser les chemins de fer et qui passent par des passages à niveau. Et si c'est une journée internationale, c'est que partout dans le monde, le franchissement des passages à niveau présente des dangers pour les usagers, qu'il s'agisse des automobilistes ou qu'il s'agisse des piétons. D'où la décision qui a été prise par l'Union internationale de chemin de fer d'organiser cette journée de prévention contre les dangers des passages à niveau. Les risques, ce sont surtout des risques de collision. Souvent, certains usagers au franchissement de passage à niveau ne font pas suffisamment attention et quelquefois ne se rendent pas compte qu'un train est en train d'arriver et ils se retrouvent donc confrontés à ce train et cela provoque des accidents. Cela se fait parfois parce qu'ils n'ont pas vu le train arriver, mais parfois aussi c'est par simple négligence, parce qu'ils surestiment le temps nécessaire pour le train d'arriver au croisement et donc ils veulent passer malgré tout, malgré la présence du train, ils veulent passer absolument et comme le train va beaucoup plus vite et ne peut pas s'arrêter facilement, eh bien il y a collusion de plusieurs types. Souvent, cela provoque des dégâts en termes de dégâts corporels, de dégâts matériels et malheureusement parfois même de pertes en vies humaines. En termes de statistiques, le directeur général du chemin de fer Congo-Océan, partant de 2021, estime que
le pourcentage d'accidents est en hausse. En 2021, nous avons enregistré 2 accidents au niveau des passages à niveau. En 2022 et en 2023, nous en avons enregistré 4. Et en 2024, alors que nous ne sommes pas encore à la moitié de l'année, nous sommes qu'à la fin du premier semestre, nous avons également enregistré déjà 4 accidents. Donc nous voyons qu'il y a une forte augmentation du taux, du nombre d'accidents que nous enregistrons au niveau des passages à niveau. Dans ces accidents, ils se traduisent par des dégâts matériels importants, aussi bien les véhicules, parce que c'est souvent des véhicules, les véhicules qui sont percutés, mais aussi de nombreux blessés, voire malheureusement des pertes en vies humaines. Nous avons, au cours des 3 dernières années, enregistré ainsi 2 pertes en vies humaines à l'occasion de ce genre d'accident survenu au passage à niveau. L'objectif de cette journée est de partager des bonnes pratiques et des projets pour améliorer la sécurité et réduire le nombre d'accidents au passage à niveau. Le chemin de fer Congo-Océan a fait de cette journée une tradition dans le cadre de la sensibilisation. Deux thermonébulisateurs et un atomiseur destinés au service d'hygiène ont été remis par le préfet du Niari, Gilbert Mwanda, au directeur départemental des soins et services de santé du Niari, le docteur Martin Inana. Une remise faite le jeudi 6 juin 2024 en présence des corps constitués départementaux et communaux, sans oublier le personnel de santé. Ces appareils permettront aux services d'hygiène de s'engager avec efficacité et rapidité dans la lutte contre les vecteurs des microbes dans les maisons, les bureaux, les hôtels, les chambres froides, les marchés, les églises, bref, la liste étant très longue. Le directeur départemental des soins et services de santé du Niari, plantant le décor de la cérémonie, a défini le rôle de ces appareils. Cette cérémonie consacre donc la remise du matériel de lutte contre les vecteurs qui transportent des microbes qui nous rendent malades. J'ai cité le moustique, les cafards, les puces, les mouches, les souris et j'en passe. L'atomiseur permet de désinfecter et de désinsectiser avec rapidité les grandes surfaces, telles que les marchés, les salles de réunion, les dortoirs, les salles de classe, les églises, les véhicules de transport, la liste n'est pas exhaustive. Le thermonébulisateur produit la fumée qui tue tous les insectes rampants et volants, quelle que soit leur localisation dans la maison. Pour ceux de mon âge, ils se souviennent encore de la fumigation que faisait le service d'hygiène dans les quartiers en exigeant aux ménages de ne pas fermer les ouvertures de leur maison. Nous pouvons maintenant le faire. Une fois terminé avec les prestations de désinfection et désinsectisation, chaque séance sera sanctionnée d'un certificat, a renchéri le docteur Martin Inana. Par la suite, le préfet du Niari a procédé à la remise symbolique du matériel acquis de droit, tout en faisant une exhortation sur l'utilisation du matériel. Nous avons fait des efforts, nous avons mené des négociations auprès de nos partenaires que sont l'OMS, l'UNICEF et autres, et ils nous ont accompagnés pour acquérir ce matériel. Il paraît banal, mais c'est un matériel utile pour ceux qui savent son importance. Et c'est pour cet intérêt que nous nous sommes battus à l'avoir et nous allons le mettre à la disposition du service d'hygiène. Ça ne coûte pas cher. Déjà que la main-d'œuvre est gratuite, il n'y a simplement que le déplacement à supporter et je pense que nous veillerons à ce que ça ne soit pas un objet de vente parce que ça doit être mis à la disposition même du citoyen pauvre. Il doit solliciter ces appareils. Un acte salué par ce chef de quartier. Je suis très fier parce que le préfet et le directeur départemental de soins de santé viennent de remplir un acte très important. Un acte qui nous soulage toutes les populations de la ville de Dourouzi et celle de l'intérieur qui est le département. Parce que depuis au moins plus de 40 ans, on peut le dire, que ce genre d'opérations sont effectuées. Quand nous grandissons, nous, à notre jeune âge, c'est ce qui s'est passé. On vient de nous le démontrer aujourd'hui qu'avec l'arrivée du nouveau préfet, M. Mwanda, que nous pouvions encore revivre
notre génération passée. Tout ce regard particulier tire sa source des épidémies enregistrées à Dolisie en 2023 au début des fonctions du préfet Gilbert Mwanda. Le collectif de Bunzinzi a organisé le samedi 1er juin 2024 à Pointe-Noire la première édition du masterclass sous le thème « Engagement responsable des jeunes en politique ». Des retrouvailles juvéniles marquées par les mots introductifs de Grace Noé Samba Tombekene et de Mina Bayi. Des mots déterminants pour cet atelier de formation et d'orientation de la jeunesse de Bunzinzi pour devenir les leaders de pensée en vue de contribuer efficacement au développement et à la vie politique nationale. Cette rencontre s'inscrit dans un processus de mise en place effective d'un système qui facilitera à tous les niveaux l'épanouissement, le développement local et durable au profit de la jeunesse. Cependant, il est important pour nous, jeunes, d'implémenter une culture politico-sociétale afin d'aborder avec maestria les questions sensibles à notre émancipation. Une première édition du masterclass ayant permis à Ambroise Bayakissa et Jean-Luc Oningu d'édifier la jeunesse sur 2 panels retenus, notamment le civisme et la citoyenneté des jeunes et la jeunesse au cœur des politiques publiques. Le premier panéliste invitant la jeunesse à la citoyenneté active et le second justifiant la prise en compte des préoccupations des jeunes depuis les régimes politiques de l'indépendance à nos jours. Un masterclass couronné par un échange de vie fructueux entre l'auditoire et les panélistes. Ambroise Bayakissa recadrant le contenu des 2 panels. Nous étions venus pour mettre à votre disposition les organons, les outils d'analyse, les outils de compréhension et les outils d'action par rapport à votre engagement politique. Le premier thème, c'était pour montrer aux uns et aux autres comment et avec quel levier on est citoyen. Comment et avec quel levier on est citoyen. Et en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on doit faire pour participer à la vie publique, au développement de la cité. Donc il s'agit de votre responsabilité. Et le deuxième thème, la jeunesse au cœur des politiques publiques, c'était pour Jean-Luc de vous montrer que dans le corpus politique et de direction gouvernementale en cours dans notre pays, il y a de la place qui est faite à la jeunesse. Il y a de la volonté politique pour faire que cette jeunesse sorte du mal-être qui est le sien aujourd'hui. La déclaration et le mot du collectif de Bunzinzi en clôt cet atelier de formation dédié à la jeunesse en se référant au message du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, instituant l'année 2024, l'année de la jeunesse. Pour lier la parole à l'acte, les conseillers municipaux de Pointe-Noire avec à leur tête la présidente du bureau exécutif de cette assemblée locale, Evelyne Titiélé, ont visité ce mercredi 5 juin 2024 les chantiers municipaux lancés ici et là dans la ville océane. Des travaux des voiries urbaines officiellement lancés par le président de la République lors de son dernier séjour de travail dans la capitale économique. Mairie centrale de Pointe-Noire, point de rassemblement et le carrefour Raphaël Antonetti a été le premier chantier visité. Un chantier quasiment finalisé où il reste encore des aménagements sur les espaces verts à en croire les explications du conducteur des travaux. Dans les prochains jours, ce carrefour sera ouvert à la circulation. Les avenues en chantier, Dr Benoît Louembe, Marien Gwabi, Ngeli Ngeli, Alfred Raoul et Chikaya Outamsi ont tout aussi été visités à la grande satisfaction des élus locaux. Les travaux de l'avenue Louis Portela au quartier Rex, à la hauteur de l'auberge de la jeunesse, sont également très avancés au grand bonheur des populations riveraines. Parmi les autres chantiers visités figurent en bonne place les chantiers des avenues de l'Indépendance vers JBZ, Maluango, tronçon Matende 15 août. Quand les engins travaillent, généralement sous le sol, on n'a pas de repères. Des fois, on détruit soit des câbles électriques ou
les tuyaux PVC de la S1-2E qui, après, il faut attendre que la réparation soit faite et avancer. Dans la fin des travaux, normalement le planning du départ prévoyait 3 mois. Pour moi, 3 mois avec ces petites difficultés évoquées à peine. Et je pense qu'on risquera d'avoir un dépassement encore sur 1 mois et demi. Pratiquement, il nous reste juste 1 mois et demi pour finir tout le chantier. C'est un bon travail aux yeux de ce conseiller municipal. Le bureau exécutif est en train de faire du bon travail. Et ce qui nous a encore reconforté dans ce que nous avons vu, c'est les travaux de l'avenue Malbango qui vont certainement marquer le mandat du bureau exécutif actuel. C'est une route qui est faite dans les règles de l'art. Nous souhaitons simplement que, après ce terrassement, les services de la mairie puissent faire le travail de manière convenable pour mettre finalement le goudron avant que la pluie arrive. Mais c'est un très bon travail. Même son de cloche pour cette Ponteny Green. Le conseil départemental et municipal s'attelle à ce que ces travaux engagés dans la ville de Pointe-Noire finissent avant la prochaine saison des pluies. Enfin, cette visite s'inscrit dans le cadre du calendrier de la 5e session ordinaire dite administrative de ce Parlement local. C'est devant les représentants des corps constitués départementaux de Niari et les conseillers municipaux de Dolisie que se sont baissés le mercredi 5 juin 2024 les rideaux de la 4e session ordinaire dite administrative de cet hémicycle local. 10 jours de travaux en plénière ont permis aux élus locaux d'examiner les affaires soumises au plénium du Conseil pour répondre aux attentes de la population. Au terme des travaux, l'auditoire a suivi la lecture du communiqué final axé sur une recommandation. Le plénum du Conseil recommande la mise en place d'une commission d'enquête composée des conseillers. Elle sera chargée de vérifier auprès des différents services la conformité des chiffres de recettes déclarés sur la période du 1er janvier au 30 avril 2024. Après quoi, le rapport a été adopté. Le plénum du Conseil a examiné et adopté 3 délibérations portant sur le rapport d'intercession du bureau exécutif, période du 1er janvier au 30 avril 2024. Le compte rendu des travaux. L'autorisation des transferts de crédit d'un montant global de 118 500 000 francs du budget primitif du conseil municipal de Dolisie, exercice 2024. Clôturant la session, le président du conseil municipal a exhorté le plénium des conseillers à plus de responsabilités pour relever les défis. Je vous exhorte tous prendre la mesure des responsabilités qui sont les nôtres afin que l'exécution de notre programme d'activité se réalise pleinement pour donner à notre population le droit de croire en ce que nous avons choisi de faire pour elle. Nous aurons échoué à notre mission si nous n'avons pas, au terme de notre mandature, réussi à poser les bases d'un réel épanouissement de notre cité. Le chemin que nous avons à parcourir ensemble nous appelle à l'union et à la solidarité. Pas une union et une solidarité de façade, mais une union et une solidarité qui nous permettront de surmonter le moindre obstacle qui pourrait se dresser sur notre parcours afin d'inscrire en lettres d'or notre passage à la tête de la commune de Dolisie. Une 4e session ordinaire qui s'est achevée dans un climat convivial, ouvrant les portes à une 5e session dans les mois à venir.